Alors, bonjour à tout le monde. Muriel, je réitère le merci officiel de Benoît au nom de toute la FSU. Alors, une petite présentation, même si c'est clair que beaucoup de militants ici présents te connaissent par tes interventions sur les plateaux télé, dans les médias, mais te connaissent aussi par des livres. Mais on va, pour d'autres, peut-être préciser un peu tes activités. Donc, tu es psychiatre, Muriel, et présidente de l'association Mémoire traumatique. Et tu es connue dans le milieu féministe et même au-delà pour avoir mis en lumière le phénomène de sidération, pour l'avoir popularisé, un phénomène très important pour comprendre les victimes dans les mécanismes de psychotraumatisme. Tu es connue aussi sur ton association, sur les nombreuses enquêtes de victimation qui ont été des leviers très importants pour nous, syndicats, et évidemment pour le mouvement féministe dans son ampleur, dans sa globalité, des leviers importants pour mettre en lumière justement l'ampleur des violences faites aux femmes. Le rôle de ton association, évidemment, c'est d'être force d'information, c'est de former aussi les agents de la fonction publique, d'ailleurs, beaucoup. Je pense aux assistantes sociales, je pense aux enseignants et surtout aussi aux agents de police, surtout tous ces phénomènes concernant les violences faites aux femmes. Et puis, tu articules cette activité aussi avec un rôle de plaidoyer auprès des ministres. Certaines de tes propositions ont été retenues, malheureusement pas toutes, mais certaines de tes propositions importantes, je pense notamment à la mise en œuvre de centres psychotrauma. Maintenant, il y en a 15 en France. C'était une proposition que portait ton association. Bon, tu en demandais 20, vous en demandiez 100. Il n'y en a que 15, mais c'est un premier pas. Et puis, évidemment, tu agis aussi sur les textes réglementaires, sur les lois, etc. Donc pour nous, on te connaît évidemment aussi très bien parce que au-delà de tout ça, tu es ce qu'on appelle nous une personnalité très engagée dans les luttes et dans les mouvements sociaux. Et on se retrouve d'ailleurs tous les 25 novembre ensemble dans les mobilisations autour du 25 novembre. Pour nous, c'est important que tu sois là parce que on est confronté, nous, en tant qu'agents de la fonction publique, à des usagères, à des élèves et à des collègues victimes de violences. Et on a besoin un peu d'affiner toutes nos connaissances pour mieux prendre en charge ces questions dans notre syndicat globalement. Parce que pour nous, on sait que c'est un enjeu de société, mais c'est aussi un enjeu de syndicalisation. Donc, je te laisse la parole tout de suite pour peut-être redire dans un premier temps, nous rappeler un peu ce qu'on appelle le continuum des violences faites aux femmes et aux enfants d'ailleurs, comment elles se construisent, quels sont les effets psychosociaux de ces violences sur les victimes. Peut-être un mot aussi sur les formations que tu mets en place auprès des agents de la fonction publique et surtout peut-être une réaction aux annonces qui ont été faites aujourd'hui sur l'action gouvernementale sur ces violences et toi, comment les pistes que tu penses les plus urgentes et les plus importantes à mettre en place, peut-être pour construire aussi nous des actions, s'inscrire justement dans le renforcement de ces pistes au niveau de notre activité syndicale. Et encore merci d'être présente, Muriel. Le micro est fermé, je crois. Bravo. En fait, vous étiez en train de vous remercier beaucoup d'être ici, présente. Donc en cette journée de mobilisation qui est centrée donc sur les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, en sachant que là, pendant 2 ans, on a beaucoup centré les choses sur tout ce qui est violence sexuelle, viol, violence sexuelle. Alors, juste, je voulais dire que par rapport à toutes les mobilisations, le rassemblement unitaire qui va avoir lieu à République, tous les autres rassemblements, que ce soit en France, en Outre-mer, on a organisé
confinement oblige, une manifestation virtuelle qui commence à partir de midi jusqu'à 20h pour englober la plupart des manifestations. Et il suffit en fait de signer pour participer, pour montrer pour monter, pour se mobiliser, pour lutter contre ces violences et pour vraiment faire changer la société, remettre un peu le monde à l'endroit par rapport à toutes ces violences et lutter contre l'impunité, puisque ça c'est aussi un angle vraiment important en ce moment de notre mobilisation. Donc voilà, donc si vous allez sur ma page Facebook ou sur Twitter, la mobilisation est présente un peu partout. Donc je suis heureuse d'être parmi vous pour parler de tout ça et pour dire à quel point il y a encore énormément, mais énormément de choses à faire. Que la route est très longue et par rapport justement à tout ce qui peut être annoncé, le Grenelle, tout ce qui peut être annoncé, on est encore hyper en deçà de ce qu'il faudrait pour vraiment changer la donne. Il faudrait vraiment une politique globale beaucoup plus ambitieuse en quelque sorte, particulièrement en moyens financiers, en moyens humains, en formation, en changeant les lois, en les remettant vraiment pour lutter contre l'impunité, et puis avoir développé vraiment une vraie culture de la protection. On l'a vu avec les féminicides, on le voit avec les violences, toutes les violences conjugales, on le voit avec les violences sexuelles, à quel point les victimes ne sont pas protégées, et à quel point aussi toutes les femmes et toutes les filles qui ont de grands risques de subir des violences ne sont pas protégées de ces violences. Or, les États ont une obligation de protection, de prévention, de protection, et de punir les auteurs et d'empêcher aussi la réitération de ces violences. Quand on voit effectivement les chiffres où c'est une femme sur 3 dans le monde qui a subi des violences par son partenaire, quand on voit que on a par exemple en France 94 000 viols et tentatives de viol par an, mais que pour les filles c'est autour de 130 000 viols et tentatives de viol par an, et que vraiment les violences conjugales, les chiffres ne baissent pas, et que par rapport à l'impunité, en tout cas particulièrement sur les viols, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres aussi, mais depuis 10 ans, il y a 40% de condamnations pour viol en moins. Et on sait que par exemple pour les plaintes, c'est plus de 70% de classements sans suite. Et sur ce qui reste, 50% de déqualification. Et au final, il n'y a que 10% des viols qui sont instruits, qui vont aboutir à une cour d'assises. Donc, on est très, très loin du compte. Et de ce côté-là, on est en bonne compagnie, en quelque sorte, parce que presque partout, c'est pareil. C'est-à-dire que les violences faites aux femmes et aux filles, ce sont des violences patriarcales, qui sont liées à la domination, vraiment à une exploitation des femmes, une exploitation domestique et sexuelle des femmes. Et ces violences patriarcales sont dans un rapport effectivement d'inégalité qui fait que les droits des victimes ne sont absolument pas respectés. Et que du coup, leurs paroles, leurs voix ne sont pas entendues, leurs paroles sont décrédibilisées, et on va le voir parce que ça va être un peu l'objet de toute mon intervention, que d'une façon cruelle et quasiment vraiment inhumaine, toutes les réactions et tous les symptômes psychotraumatiques normaux que présentent les femmes et les filles victimes de violences vont être retournés contre elles. C'est la fameuse culture du viol où c'est la victime qui va être culpabilisée, qui va être mise en cause, qui va être en fait tout le temps... on va tout le temps lui demander des comptes en fait, et on va tout le temps considérer que c'est elle qui est à l'origine des violences, et c'est pas en fait ceux qui exercent les violences, les prédateurs, qui sont responsables de ces violences. En fait, les pauvres, ils sont bien obligés d'être violents, puisque c'est les femmes qui en sont et les filles qui en sont la cause. Donc, ce processus-là,
qui est vraiment hyper présent et qui a un processus de domination, en fait, avec une position de rapport de force et de mise en cause des droits des personnes qui subissent les violences, qui, elles, sont considérées comme ayant moins de valeur et avec une normalisation et une tolérance de toutes ces violences. Alors ça, on le voit vraiment particulièrement pour les violences sexuelles. Alors, pour revenir sur la notion de continuum des violences, on oublie, moi j'ai lancé pas mal de tweets, de posts sur n'oublions pas les filles. C'est-à-dire que les violences faites aux femmes, ça démarre très tôt, et ça démarre dans l'enfance, et ça démarre pour les filles. Et on sait que, par exemple, les violences intrafamiliales, les violences sexuelles démarrent vraiment dans l'enfance, qu'il y a plus d'enfants victimes de filles victimes de violences sexuelles que de femmes adultes qui subissent ces violences sexuelles. La majorité des violences sexuelles démarrent avant 18 ans. Dans notre grande enquête qu'on avait faite en 2015, c'est 81% des violences sexuelles ont démarré avant 18 ans. Et 51%, la moitié des violences sexuelles ont démarré avant 10 ans. Ça a été confirmé par d'autres enquêtes, plein d'enquêtes. Donc les violences sexuelles démarrent très très tôt. Elles n'ont rien à voir, bien entendu, avec la sexualité. C'est des actes de domination, de cruauté, d'exercice en fait de la violence et d'un exercice de pouvoir et de mise en place, effectivement, et en fait, là, ce dont il est question, c'est de maintenir tout un système hiérarchique et inégalitaire où exercer des violences est un élément fondamental pour assurer les inégalités, pour assurer le perpétuum d'inégalité et pour faire en sorte que les victimes, en quelque sorte, restent à leur place dans une situation de précarité. On sait que subir des violences va augmenter de façon très importante, du fait de toutes les conséquences de ces violences, la précarité des victimes, les inégalités, les discriminations qu'elles vont subir et les maintenir à la place qu'on leur a assignée, en fait, pour pouvoir continuer à les exploiter, que ce soit de façon domestique ou sexuelle. Donc ces violences-là sont un élément essentiel dans le cadre du système dominant et d'un système de rapport de force et inégalitaire. Ce continuum de violence est très important, puisque avoir subi par exemple des violences sexuelles, ça c'était notre enquête dans l'enfance, 70% de ces victimes vont subir à nouveau des violences sexuelles tout au long de leur vie. Il y a une très grande étude qui a été faite, l'étude FULU internationale, qui montre que pour une femme, avoir subi des violences physiques et sexuelles dans l'enfance multiplie par 16 le risque de subir des violences sexuelles et des violences conjugales à l'âge adulte. Et ça, c'est vraiment spécifique pour les femmes. C'est-à-dire que ça n'existe pas pour les hommes. Pour les violences que les hommes subissent, il n'y a pas ce continuum absolu qui fait qu'il y a une sorte de condamnation à vie à être dans une position où on va subir des violences dans tous les secteurs, que ce soit dans la rue, que ce soit dans l'espace public, que ce soit au travail, que ce soit dans son couple, que ce soit avec son entourage, que ce soit en institution, jusqu'à la fin de sa vie, on risque de subir des violences. Et tout ça pourrait être empêché. Parce que si jamais on venait au secours des personnes, d'abord, si bien entendu, on luttait contre les inégalités, contre les discriminations et contre les processus de domination, bien entendu, on n'aurait pas cette nécessité, en quelque sorte, de violence pour maintenir ce système. Et puis, si on protégeait les victimes, si on identifiait les victimes, si on les protégeait, si on leur apportait des soins, on va le voir à quel point c'est important, on pourrait éviter toute cette cascade de conséquences catastrophiques en sachant qu'avoir subi des violences, particulièrement dans l'enfance, c'est le déterminant principal de la santé, même 50 ans après, et c'est un facteur de risque de mort précoce, c'est des facteurs de risque de dépression à répétition, de troubles anxieux massifs, donc de l'état de stress post-traumatique chronique, mais c'est aussi des facteurs de risque en termes de conduite à risque, de conduite addictive, en termes de troubles alimentaires, mais aussi physiques, avec des troubles cardiovasculaires, pulmonaires, gynéco, immunitaires, enfin, je veux dire, ça déménage vraiment et les risques sur la santé sont vraiment extrêmement importants. Donc tout tombe avec une sorte de cascade d'injustice sur les mêmes personnes.
Et que ces personnes-là, c'est vraiment celles qui sont effectivement les plus discriminées. Alors, c'est les discriminations, effectivement, là, on parle de discrimination par le sexe, par le fait que ce soit des femmes, des filles, mais il va y avoir aussi une multiplication, en fait, des facteurs de risque par l'addition de discrimination. Si en plus vous êtes une femme ou une fille handicapée, c'est encore bien pire. On sait que les femmes handicapées subissent 2 fois plus de violences. Les filles handicapées, c'est jusqu'à 4 fois plus de violences quand elles sont handicapées mentales ou des femmes autistes, c'est jusqu'à 6 fois plus de violences qu'elles subissent. Donc, bon, quand les femmes sont racisées, elles subissent beaucoup plus de violences. Quand elles sont très précarisées, en situation de grande pauvreté, quand elles sont en situation de marginalisation, quand elles sont immigrées, demandeuses d'asile, sans papier, elles vont subir beaucoup plus de violences. Ne parlons pas des femmes sans abri, qui vont subir beaucoup de violences. Donc, c'est vraiment toutes les situations de vulnérabilité liées à des conditions économiques, des situations, à la maladie, le handicap, la maladie, tout ça va créer des facteurs de risque encore plus importants parce que effectivement il y a une sorte en fait une sorte de système qui va agir à plusieurs niveaux. Donc ça, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu le niveau dont je viens de vous parler, ce niveau inégalitaire qui explique les violences, mais il y a aussi un niveau qui est vraiment très important, qui est celui de l'absence de secours, l'absence de solidarité, l'absence de soins, l'absence de protection, l'absence de justice pour ces victimes, l'absence du respect de leurs droits. Donc du coup, c'est un peu comme si tout se mettait ensemble, tout s'additionnait pour que les conséquences soient les plus graves possibles et que l'abandon soit le plus total possible. Alors nous, au niveau international aussi, on essaye de rendre justice aux victimes. Je travaille de façon très proche avec le docteur Denis Mukwege, qui a été prix Nobel de la paix en 2018 avec Nadia Mourad. Donc cette femme qui a été survivante yézidi, qui avait été enlevée et violée par Daesh. Donc on travaille ensemble pour essayer de mettre en place dans le cadre d'un je suis un peu en fait on a au niveau une chaire internationale, j'ai retrouvé le mot, une chaire internationale où on essaye de travailler pour améliorer justement la prise en compte des victimes. Et un des éléments vraiment central de ce qui est retourné contre les victimes, et c'est là où j'interviens beaucoup, c'est le fait que les conséquences des violences qu'elles subissent vont leur être reprochées. C'est-à-dire qu'on va retourner, tu parlais, Sigrid, là, justement de la sidération, de la dissociation, de la mémoire traumatique, toutes les conséquences universelles et normales des violences, elles ont été de façon complètement insensée, en quelque sorte, enfin impensable, totalement... non seulement méconnu, mais vraiment blacklisté en quelque sorte, nié. Dans la psychiatrie, par exemple, française, on continue à ne pas enseigner les troubles psychotraumatiques. En médecine, on continue à former les médecins sans les former aux violences et aux conséquences des violences et aux troubles psychotraumatiques. Et que ça, c'est vraiment un élément politique, en fait. C'est vraiment une volonté de ne pas reconnaître les conséquences psychotraumatiques, parce que du coup, ça fait qu'on ne va pas au secours des victimes, on ne reconnaît pas, on ne leur rend pas justice, on ne reconnaît pas que si elles vont mal, c'est parce qu'elles ont subi des violences, on leur renvoie que ces troubles qu'elles présentent, ces souffrances, cette détresse qu'elles peuvent présenter, ces troubles qu'on qualifie de troubles du comportement qu'elles peuvent présenter, sont inhérents à elles-mêmes. Et là, on a construit plein de syndromes, on a construit plein de qualificatifs, en quelque sorte, pour définir les femmes en fonction de conséquences psychotraumatiques qu'on va leur reprocher.
bon, il y a par exemple l'hystérie, mais c'est aussi tout le côté hypersensible, la dépression, toutes les conséquences sur la santé, la douleur, etc. Où bon, bah, les femmes, elles seraient plus susceptibles pour rien, comme ça, d'être mal, d'avoir des troubles mentaux, d'avoir des plaintes de toutes sortes, alors que toutes ces plaintes et tous ces symptômes sont des symptômes de souffrance liés aux violences. Et donc, c'est ce retournement pervers, cruel, inhumain, qu'on essaye de casser. C'est-à-dire qu'on essaye de vraiment, ça c'est vraiment tout mon travail et mon livre, etc., c'est de donner des outils pour dire non, c'est normal d'aller mal, c'est normal d'avoir ces symptômes, c'est normal pour une femme, quand elle subit une agression sexuelle, un viol, d'être sidérée, c'est-à-dire d'être paralysée face à la violence, c'est normal de ne pas pouvoir se battre, de ne pas pouvoir fuir, c'est normal de ne pas pouvoir partir dans un couple violent, tout ça c'est normal, c'est lié à l'agresseur, c'est lié à sa violence, à sa volonté de détruire, à sa volonté de soumettre, c'est lié à toute cette destruction qui est opérée sur elles, et ce n'est pas elles qui ne sont pas capables. Et du coup, ça a permis, toutes ces violences a permis effectivement de maintenir sous l'eau la plupart des femmes et des filles dès leur naissance, et des femmes. Et du coup, leur rendre justice et sortir de ce système pour démonter tous ces stéréotypes qui sont encore très présents dans la société, puisqu'on le voit, nous, on a fait 2 enquêtes en 2016 et en 2019, donc autour avant MeToo et après MeToo, et qui montrent que les Français sont encore extrêmement colonisés par des stéréotypes et des représentations où de toute façon, c'est les femmes qui sont à l'origine des violences sexuelles et pas les hommes. Et que c'est les femmes qui vont être provocantes, qui vont pas faire ce qu'il faut, qui vont mentir, puisqu'il y a 37% quand même des Français et des Françaises qui considèrent qu'une femme qui dénonce un viol, qu'il est habituel qu'elle mente quand elle dénonce un viol, ce qui est quand même énorme. Voilà. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir casser, en fait. Et pour ça, il y a plusieurs strates d'actions et en tout cas d'éléments à vraiment développer, qui sont la connaissance de la réalité des violences, qui sont où ces violences-là sont complètement minimisées, cachées, invisibilisées, et que du coup, toutes les enquêtes de victimation de ces dernières années ont eu beaucoup d'importance. Donc ça, c'est vraiment la connaissance de ces chiffres qui sont vraiment massifs, énormes, qui font que c'est un système que l'on peut découvrir grâce à ces chiffres. Et puis, il y a le fait de savoir d'où viennent ces violences. Et que ces violences-là, elles proviennent des proches des victimes, hein, puisque pour les viols, par exemple, c'est plus de 90% des viols sont commis par des personnes que connaissent les victimes. Que pour les mineurs, c'est dans 50% des cas, ce sont des personnes de l'entourage familial de l'enfant, ce sont des violences sexuelles incestueuses, que pour les femmes, dans 40% des cas, ce sont les conjoints, les partenaires qui exercent les violences. Donc d'avoir des outils pour savoir où se passent les violences et que ce n'est pas la nuit, le soir, avec des gens louches qui vont sauter sur une femme, que ça, c'est vraiment, ça existe, mais c'est rare. Donc, de connaître tous ces éléments-là et de savoir à quel point ça va être ça va avoir des conséquences extrêmement graves, d'autant plus si les victimes sont vives, sont obligées de rester en contact avec les agresseurs. Et ça, ces conséquences psychotraumatiques sont essentielles à connaître pour vraiment rendre justice aux personnes qui ont subi ces violences-là et arrêter de les mettre dans une situation où elles vont effectivement, comme je vous l'ai dit, subir des injustices sur injustices
sans fin. Enfin, je veux dire, de toute façon, elles ne seront pas reconnues, elles ne seront pas entendues. C'est vraiment la loi du silence, c'est la culture du viol. Elles vont avoir des conséquences en termes de santé, en termes d'intégration sociale, de précarité, en termes de discrimination qui vont encore s'aggraver. Et elles vont subir à nouveau des violences. Et puis, bon, voilà, ça va être sans fin. Donc ça, c'était un peu pour présenter l'ensemble. Alors, en ce qui concerne les conséquences psychotraumatiques, il a fallu vraiment beaucoup batailler pour pouvoir vraiment les faire connaître. Je vous ai dit, là, actuellement, en 2020, les médecins ne sont toujours pas formés aux troubles psychotraumatiques de façon systématique. Quand on fait des grandes études, quand on fait des enquêtes auprès des internes, ils sont encore plus de 80% à dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de troubles psychotraumatiques, ils n'ont quasiment jamais entendu parler de violence et des conséquences des violences. Et qu'en psychiatrie, alors que la psychiatrie représente 60 à 70% de la psychiatrie, ce sont des conséquences des violences, les psychiatres ne sont toujours pas formés systématiquement au psychotraumatisme. Donc, alors bien même que quand on interroge les femmes, le premier recours qu'elles disent avoir besoin, c'est ce dont elles ont besoin le plus, c'est justement du médecin ou du psychiatre, parce que l'impact sur leur santé est tel qu'elles ont besoin d'être prises en charge. Et que le deuxième, c'est la police et la justice. Donc, or, les médecins ne sont pas du tout outillés, en fait, pour les prendre en charge. Alors tout ça, après, je ne peux pas le développer là aujourd'hui, mais en tout cas, on peut imaginer que tout ce qui est domination, que le corps médical a été encore, on a les chiffres maintenant des violences qui sont exercées à l'intérieur même de ce corps médical, que ça a été un corps, bien entendu, médical patriarcal, très hiérarchisé, que les femmes pourtant sont maintenant très présentes puisqu'elles représentent plus de 50% de l'ensemble des médecins, et que dans le cadre des études médicales, il y a 60% de femmes, donc ça s'est beaucoup féminisé, mais que quand on regarde actuellement, c'est ce qu'on a connu, nous, quand on était étudiante, moi, quand j'étais étudiante, mais actuellement, on voit que les étudiantes en médecine, les internes en médecine, subissent massivement du harcèlement sexuel et des violences sexuelles. Presque 1 sur 2 à avoir subi harcèlement sexuel, violence sexuelle. Donc, c'est encore très présent. Et du coup, ça maintient les femmes avec un plafond de verre. Et du coup, on voit que 70% des hommes ont des postes de chef de clinique. Et puis, alors, plus on monte dans la hiérarchie du monde médical, moins il y a de femmes, puisque je veux dire, au niveau des doyens, il y a 33 ou 34 doyens, il y a 30 hommes et 3 ou 4 femmes. Au niveau du Conseil de l'ordre, c'est idem. Donc, du coup, la présence des femmes n'est pas du tout représentative de la réalité de la présence des femmes dans le cadre médical. Donc, ça joue aussi et ça alimente tout le système dont je vous ai parlé. Donc, là aussi, pour les troubles psychotraumatiques, ce qui a été vraiment ce qui s'est passé au niveau historique, c'est que c'est vraiment autour des guerres qu'ont été développées les notions de troubles psychotraumatiques, de conséquences psychotraumatiques, d'état de stress post-traumatique. Et lorsque ça a été défini, ce sont les féministes américaines qui sont montées au créneau en disant non mais là, tout ce que vous décrivez, c'est ce que les femmes victimes de viol, c'est ce que les femmes qui ont été victimes de tentatives de meurtre dans leur couple, de violences conjugales graves dans leur couple, elles ont tous ces symptômes-là. Et ce sont les féministes américaines qui se sont battues pour qu'on prenne en compte la réalité de ces traumatismes chez les femmes. Et ensuite, quand on a fait les premières études en population générale aux États-Unis, on s'est aperçu qu'il y avait 3 fois à 4 fois plus de femmes qui présentaient des troubles psychotraumatiques en population générale que d'hommes. Et la conclusion qui en a été tirée, ce n'est pas du tout que, en fait, ces femmes, elles subissaient les violences qui vont avoir le plus de conséquences psychotraumatiques, elles subissaient massivement des violences extrêmement graves qui entraînent des troubles psychotraumatiques. On a dit qu'elles étaient plus fragiles, qu'elles étaient plus trop sensibles et que du coup, elles allaient développer des troubles que les hommes n'auraient pas développés dans les mêmes circonstances, ce qui est totalement faux, bien entendu. Et donc là aussi, il a fallu batailler pour sortir aussi de ce stéréotype-là où la femme
qui va prendre mal des choses qui sont en fait pas si graves, mais parce qu'elle est comme ça, quoi. Elle a pas cette capacité à prendre sur elle, etc. Quand on voit les femmes qui enfantent, etc., c'est intéressant de voir un peu ce qui s'est développé, alors que face à la douleur, pourtant, les femmes sont bien placées pour savoir ce que c'est. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là. Alors, là, ça fait 20 ans qu'on a vraiment bataillé pour faire rentrer toutes ces notions. Et vous avez dû remarquer que c'est quand même très récent que ces notions-là commencent à être vraiment connues du grand public, mais elles restent encore trop méconnues de tous les corps de métier, particulièrement la police, la justice, donc la médecine, ça vous en est parlé, qui sont des corps vraiment de métier indispensables pour protéger les femmes. Et il y a aussi, dernière chose, avant de parler de sidération, de dissociation, de mémoire traumatique, on a tendance aussi à renvoyer aux filles, aux femmes victimes, à toutes les victimes de violences, que c'est à elles de dénoncer, c'est à elles de partir, c'est à elles de tout faire, en fait, alors qu'elles sont dans un état de souffrance, un état de... Elles vivent en situation de danger, elles ont peur, elles sont hyper traumatisées, elles sont menacées, et c'est elles qui devraient faire toutes les démarches. Et on va leur reprocher aussi de ne pas les avoir faites à temps avec les phénomènes de prescription, etc. Et sans prendre en compte, là aussi, que c'est le trauma et c'est la stratégie de l'agresseur et de la société qui les empêche aussi de pouvoir identifier ce qu'elles ont subi en le qualifiant, dénoncer et demander justice. Donc, ça fait partie aussi de tout ce qu'on reproche aux femmes. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Pourquoi maintenant vous dénoncez? Vous savez, pour MeToo, mais pourquoi maintenant elles se mettent à dénoncer? Pourquoi vous êtes resté tant d'années avec un homme violent? Pourquoi vous avez revu celui qui vous a violé? Pourquoi vous n'avez pas fait les démarches à temps, sans prendre en compte que tout s'y oppose? Donc, c'est tout ça qu'on veut essayer de casser comme système pour remettre en place un système qui soit plus adapté à la réalité des violences, à la réalité des conséquences des violences, à la réalité de la gravité des violences. Les violences, par exemple, les violences sexuelles qui sont extrêmement encore minimisées et confondues avec la sexualité, comme si c'était du désir sexuel, alors que c'est vraiment une volonté de dominer, de soumettre et de contrôler le corps de l'autre. Donc, du coup, ces violences-là sont encore totalement présentées comme... comment dire, elles ne sont pas du tout reconnues comme ce qu'elles devraient être, puisque, par exemple, l'Europe maintenant reconnaît que les violences sexuelles, par exemple, faites aux enfants, aux filles et aux garçons, mais les filles sont 80% à les subir, sont des actes cruels, dégradants et inhumains. Et au niveau international, c'est de plus en plus reconnu comme une torture. Donc, la sexualité a été développée comme une arme contre les filles et contre les femmes, et avec une sorte de tolérance de la violence à l'intérieur de cette sexualité, de la dégradation. C'est la problématique de la pornographie, des situations prostitutionnelles, en fait, c'est comme si les femmes aimaient être, qu'elles avaient pas, en fait, on leur reconnaissait pas de dignité et qu'elles aimaient être dégradées et subir des violences. Donc là, c'est aussi tout ça qu'il faut arriver à démonter. Et les troubles psychotraumatiques sont une preuve et peuvent être vraiment utilisés comme des preuves médico-légales pour venir au secours des victimes et pour vraiment soutenir leurs paroles, soutenir leur voix et permettre de mieux les comprendre et de mieux les accompagner et de mieux leur apporter toute la solidarité, l'aide et la justice qu'on leur doit. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des troubles psychotraumatiques?
C'est-à-dire, face à des violences, en fait, on a un système d'alerte, on a un système qui permet de réagir et de produire des hormones de stress pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie en fait pour essayer de fuir, pour essayer de se battre dans une situation où on est en danger et pouvoir fuir cette situation-là. Donc c'est ce qu'on appelle les hormones de stress, adrénaline et cortisol. Normalement, je veux dire, quand on est confronté à une situation de danger, on pense la situation et on agit en conséquence. Donc, c'est ce qu'on attend de quelqu'un qui est confronté à une situation de danger. Ça, c'est une situation de danger qui n'est pas une confrontation avec une intentionnalité et une volonté de détruire. Aussitôt qu'on est confronté à une intentionnalité et une volonté de détruire, de dégrader, à quelque chose qui est totalement cruel, qui est totalement, enfin, une injustice absolument impensable, à ce moment-là, le cerveau humain n'a pas la capacité d'intégrer cette réalité-là. C'est-à-dire que c'est une réalité qui est inintégrable. C'est-à-dire qu'on est des animaux sociaux. Normalement, on est censé être solidaires les uns les autres. Et les gens qui, normalement, sont censés nous aimer ou nous protéger, etc., normalement, ne doivent pas se transformer en des personnes qui vont vous détruire. Et c'est ça qui va, ce qu'on appelle, sidérer l'espace psychique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas pensable. Et du coup, le cerveau se bloque, en fait, et n'a pas de représentation mentale de ce qui est en train de se produire. Et du coup, empêche aussi de pouvoir réagir. C'est ce qu'on appelle une sorte de paralysie psychique. C'est ça qu'on appelle la sidération traumatique. Et c'est à partir de cette sidération traumatique qui est créée par l'agresseur, par son intentionnalité, que du coup, vont se décliner toutes les autres conséquences. Et cette sidération, c'est ce qu'on reproche souvent aux victimes en disant « mais pourquoi vous n'avez pas crié? Pourquoi vous ne vous êtes pas débattu? Pourquoi vous n'avez pas bougé? Vous auriez pu fuir? Vous auriez pu réagir ?» Ben non, en fait, c'est normal de ne pas réagir. Et c'est quelque chose que l'on peut vraiment expérimenter quand on est, par exemple, même dans une situation plus banale, entre guillemets, où on est avec des personnes et puis d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui tient des propos épouvantables, ignobles sur des propos racistes, des propos sexistes, qui sont vraiment ignobles, et que vous vous retrouvez, parce que vous n'y attendiez pas, complètement, vous restez bouche bée à ne pas pouvoir réagir ou pas pouvoir aller au secours de la personne qui par exemple, est l'objet de ces attaques. Et ça, c'est un état de sidération. On le vit tous à un moment donné, où on se dit, mais mince, j'aurais dû réagir, j'aurais dû dire ça. Et c'est après coup qu'on se dit, non, mais j'aurais pu... voilà. La sidération, c'est un phénomène universel qui est vraiment lié à l'énormité de la violence ou des propos qui vous sont dits ou des attaques que vous subissez. Et cette sidération, elle va entraîner une cascade de conséquences qui vont représenter ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, tous les troubles psychotraumatiques. C'est-à-dire que, donc, il y a ce phénomène de sidération et la paralysie psychique fait que l'alarme qui s'est déclenchée face au danger ne va pas pouvoir être contrôlée en fait par le cerveau, parce que l'alarme, elle, avec la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, c'est pour pouvoir réagir. Puisqu'en fait la personne ne peut pas réagir, l'alarme va augmenter en puissance pour essayer de faire réagir, pour pouvoir protéger son intégrité physique et mentale, mais il ne va pas y avoir de réponse. Donc ça va monter, et ça va aboutir à une situation de stress extrême avec des quantités d'adrénaline et de cortisol telles que ça représente un risque vital pour l'organisme. C'est-à-dire qu'on peut mourir de stress au niveau cardiovasculaire et l'excès de cortisol est neurotoxique. Donc ça entraîne des atteintes neurologiques importantes au niveau du cerveau. Il faut avoir aussi en tête que les violences vont entraîner des atteintes à l'intégrité physique, en plus des blessures ou des coups qu'on peut prendre. C'est aussi le cerveau qui va être atteint par ces violences, avec des pertes dans des zones du cerveau essentielles qui peuvent aller jusqu'à 30% de neurones
qui peuvent être atteints et des atteintes aussi au niveau des dendrites. Enfin, il y a beaucoup de casse, en quelque sorte, au niveau du cerveau au moment des violences. Et ce stress extrême qui donc représente un risque vital pour l'organisme, c'est ce que les victimes peuvent ressentir quand elles ont l'impression qu'elles vont mourir de cette situation, qu'elles ont le cœur qui va exploser, la tête qui va exploser, et ce n'est pas des figures de style, c'est la réalité. Et le cerveau a une sorte de joker, en fait, en quelque sorte. Il va, comme dans un circuit électrique qui est en survoltage, il va faire disjoncter le système, il va faire en sorte que la sécrétion d'adrénaline et de cortisol cesse. Et pour ça, il coupe le circuit émotionnel, tout le circuit d'alerte, qui va du coup, en fait, être coupé. Il ne s'éteint pas, mais il est coupé. C'est-à-dire que le système d'alerte reste au maximum, mais tout est coupé autour. C'est-à-dire que du coup, il n'y a plus la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, et il n'y a plus, le cerveau ne reçoit plus d'alerte par rapport à ça. Il n'entend plus le système d'alerte. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. C'est cette sorte d'anesthésie émotionnelle soudaine, ça coupe, ça bascule, et on ne ressent plus ni les émotions ni la douleur. Donc on est complètement déconnecté de toutes ces émotions et de toutes ces sensations. Ça permet de survivre, et cette dissociation traumatique, elle est intense, et ça entraîne un sentiment d'irréalité, un sentiment de dépersonnalisation, on est coupé de soi, et un sentiment d'être spectateur de l'événement. C'est ce que vraiment décrivent par exemple les victimes de viol qui se voient au-dessus d'elles. Chez les enfants, le cerveau est tellement vulnérable que c'est encore plus important, ils sont très facilement dissociés, déconnectés. Et du coup, quand on est privé de ses émotions, on est encore plus dans l'incapacité de réagir face à ce qui se passe, et on ne peut plus se protéger, même mentalement, on ne peut plus se protéger. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus s'opposer aux phrases, aux insultes, aux manipulations de l'autre, et on est un peu comme réduite à une sorte de vidée, une sorte de coquille vide, comme ils disent. C'est pour ça que d'ailleurs les victimes disent qu'elles ont eu un sentiment de mort, comme si elles étaient mortes à l'intérieur, mais que ça ne se voyait pas à l'extérieur. Et elles sont à la merci totale de l'agresseur. C'est-à-dire que plus l'agresseur reste en face d'elles, plus il va pouvoir agir sur elles et lui imposer aux victimes des ordres, des injonctions. Alors, bon, c'est l'exemple, on a l'exemple, je prends en charge des victimes de l'attentat du Bataclan, où on voit, qui décrivent parfaitement tout cet état de sidération et puis de dissociation, où j'ai par exemple une patiente qui a reçu une balle qui lui a traversé le ventre et qui pendant, jusqu'à la fin, puisqu'elle a été secourue qu'à la fin de l'attentat, pendant donc près de 2 heures, elle est restée avec une balle, avec une hémorragie intense, etc., et elle ne plus rien sentir. C'est-à-dire qu'elle elle pouvait rester immobile, elle était complètement, elle ne sentait plus rien. Et c'est quand elle a été secourue que là, du coup, elle a ressenti la douleur. Ça s'est reconnecté au moment où elle a enfin été hors de danger. Alors, normalement, la dissociation, elle dure que tant que le danger dure. Et tant qu'on est confronté à la source du danger. Donc, si la personne part, on peut se reconnecter, mais si on reste avec elle, si on est à l'intérieur de sa famille, si c'est à l'intérieur de l'institution, si on la voit tous les jours, si c'est dans son couple, si c'est son partenaire ou son conjoint, eh bien, on va rester dissocié, et on peut rester dissocié des mois, des années, voire des dizaines d'années, si on reste en contact avec l'agresseur. Et ça va entraîner un phénomène d'emprise très important, puisque du coup, l'agresseur a une sorte de pouvoir total sur la victime qui ne peut pas s'opposer, très peu s'opposer à lui. Et ça va être reproché aux victimes. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous avez accepté ça? Pourquoi vous avez toléré ça? Ben oui, mais je veux dire, à partir du moment où on est dissocié, on a un phénomène de tolérance à des situations extrêmes qui n'est pas lié à sa volonté, à soi, mais qui est lié au cerveau qui a disjoncté pour survivre.
Et que du coup, ça peut être vraiment utilisé pour une sorte d'exploitation maximale de la personne. Et puis, quelqu'un dissocié, on peut lui dire, déshabille-toi, mets-toi à genoux, fais ceci, fais cela. La personne va le faire. Et après, bien entendu, dans les procédures policières, judiciaires, on va dire, oui, non, mais là, vous étiez consentante, bien entendu, puisque vous êtes déshabillée. Vous avez fait ceci, vous l'avez suivi, vous avez ça. Alors que c'est l'intensité de la violence et de la menace qui a été responsable de ça. Deuxième chose aussi par rapport à cette dissociation qui est vraiment très importante, c'est que quelqu'un de dissocié, c'est quelqu'un qui donc ne peut pas couper d'elle-même, couper de ses émotions, qui va être vraiment en difficulté dans l'interface avec le monde extérieur. Mais c'est aussi des personnes qui entourent cette victime dissociée, qui vont avoir aucune notion des émotions qu'elle a, puisque, je veux dire, ils ne les ressentent pas. Vous savez, on a un système de neurones miroirs qui fait qu'on ressent les émotions d'autrui. On ressent si la personne souffre, si la personne a mal, si elle est en détresse, si elle a peur, ou au contraire, si elle est gaie, etc. On le ressent, mais de façon automatique. Et après, on interprète. Sauf que là, face à une personne dissociée, personne ne ressent rien. Et que du coup, comme personne ne ressent rien, personne ne va avoir peur. Et du coup, ça peut expliquer aussi pourquoi les victimes, quand elles sont complètement dissociées, personne n'en a rien à faire. Enfin, je veux dire que cette méconnaissance de la dissociation fait que, puisque elle a l'air d'être indifférente au pire, j'avais un procureur comme ça quand je fais des formations à l'ENM, c'était glaçant. Il y a un procureur qui a dit « Ah oui, votre processus de dissociation, là, c'est intéressant. » Parce que moi, j'ai pris en charge... dans le cadre d'une plainte, une femme qui avait subi des tortures et des sévices physiques de la part de son conjoint. Mais comme elle avait l'air d'avoir aucune conséquence et que ça avait l'air d'aller, qu'elle avait l'air de supporter, il a classé l'affaire sans suite. Donc, il a classé l'affaire sans suite pour des sévices et des actes de torture qui avaient été commis sur elle. Parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas de conséquences. Et du coup, c'est un peu comme aussi des enfants qui ont assisté au meurtre de leur mère. On avait 3 enfants comme ça qui étaient arrivés à l'hôpital, qui étaient ensanglantés. Ils arrivent à l'hôpital, ils sont complètement dissociés, déconnectés. Donc on les pose à un endroit, ils jouent de façon automatique. Ça veut dire qu'ils vont bien en fait. Non, ils vont très très mal. Donc, il y a aussi... et puis, du coup, quand une personne, c'est un peu comme aussi les demandeurs d'asile, etc., plus ils sont dissociés, plus ils ont subi de violence, plus ils sont dissociés, plus ils vont avoir un discours qui va être un peu déshabité, un peu déconnecté, un peu en fait, comme s'ils étaient à distance de l'événement. Et du coup, les personnes vont dire, en fait, non, c'est pas vrai, c'est pas si grave, ou c'est pas... Et puis, la dissociation, ça aussi, c'est un élément très important. Ça coupe toute l'intégration au niveau des repérages temporaux-spatiaux et de la mémoire. Donc, on va voir que ça va être aussi responsable de ce qu'on appelle la mémoire traumatique, qui est le symptôme central des troubles psychotraumatiques. Mais en coupant tout ce repérage temporaux-spatial avec l'hippocampe, ça veut dire que la victime, elle va avoir un récit complètement... pas ordonnée. Elle va avoir une difficulté très importante à s'y retrouver dans la chronologie, dans l'espace, parce que justement, elle est coupée de ce repérage temporaux-spatial. Et ça aussi, on va lui dire, non, mais là, vous vous souvenez plus à quelle heure, à quelle date. Et puis, ça va être tellement important, cette dissociation, que du coup, vous savez, notre mémoire, elle fonctionne par des repérages émotionnels. C'est-à-dire que si je vous dis, alors le 25 novembre, c'est un peu particulier parce que c'est une date sur laquelle on peut avoir plein de repérages. Mais si, par exemple, je vous parle du 17 novembre et je vous demande le 17 novembre 2017, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous allez avoir un mal fou à savoir ce que vous faisiez, sauf si c'était une journée particulière parce que c'est une date anniversaire, parce qu'il s'est passé quelque chose de particulier, parce que voilà, c'est sur le plan émotionnel, il y a eu une naissance, il y a eu une mort, il y a eu quelque chose qui s'est produit. À ce moment-là, vous saurez exactement ce qui s'est passé. Un peu comme le 13 novembre, par rapport au 13 novembre 2015, tout le monde sait où il était, qu'est-ce qu'il faisait quand il a appris l'attentat. C'est exactement pareil. Donc, si vous êtes dissocié, si vous êtes déconnecté de vos émotions, les événements vont être totalement... il va plus y avoir de hiérarchie des événements dans votre tête. C'est-à-dire que tout va être gris. C'est-à-dire que c'est un peu que tout va être comme dans un brouillard intense et il va y rien avoir qui émerge.
Et du coup, c'est comme ça que des amnésies traumatiques peuvent se mettre en place. Et les amnésies traumatiques peuvent être vraiment très importantes, une sorte de machine à effacer. Et c'est pour ça que d'ailleurs souvent aux femmes qui subissent des violences conjugales, on leur dit écrivez ce qui s'est passé, parce qu'au fur et à mesure, les victimes oublient. Et quand elles dénoncent les faits, souvent c'est une toute petite partie des faits qui vont être dénoncés, mais il y a plein d'actes graves qui vont être oubliés. Et c'est pareil, par exemple, pour les violences sexuelles chez les enfants, c'est 40% des enfants qui vont développer des troubles, des amnésies traumatiques qui vont pouvoir durer plus d'un an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et plus on reste en contact avec l'agresseur, plus les violences sont exercées par un proche, plus les amnésies traumatiques vont être importantes. Donc il va y avoir aussi cette machine à effacer, mais qui n'est pas un effaçage total, c'est-à-dire que l'événement est toujours là, mais il est plus connoté émotionnellement. Si on pose une question à quelqu'un, il va possiblement nous répondre, mais spontanément, il ne va pas nous parler de tel et tel fait. Et c'est souvent moi, quand j'accompagne les victimes au niveau de la police, la justice, etc., je suis un peu leur mémoire. Et du coup, elles oublient des événements absolument essentiels et je leur dis, mais si je leur rappelle cet événement ou si quelqu'un leur pose une question, est-ce que vous n'avez pas subi ça, elles vont répondre. Mais le plus souvent, on ne leur pose pas de questions. Et c'est pour ça que nous, on veut absolument qu'il y ait des dépistages systématiques et que surtout, il y ait des questions posées parce que c'est comme ça que du coup, des événements vont pouvoir être repérés. Donc, et puis, dernière chose par rapport à la dissociation traumatique, cette dissociation, ça rend les personnes donc avec une capacité complètement énorme de tolérer de paraître tolérer des situations très graves. La dissociation traumatique, c'est une anesthésie. C'est un peu comme si vous mettez votre main sur une plaque électrique. Si vous êtes anesthésié, vous n'allez pas ressentir la douleur, mais en revanche, ce n'est pas pour autant que vous ne serez pas brûlé. La dissociation traumatique, les gens ont l'impression qu'ils ne ressentent pas, que ça ne leur fait rien, qu'on peut leur taper dessus, ça ne va rien leur faire, qu'on peut leur hurler dessus, ça ne va rien leur faire, qu'on peut les violer tout le temps, ça ne va rien leur faire. Mais en fait, ça les détruit, mais sauf que ça n'apparaît pas. Et du coup, les personnes dissociées, elles vont être les personnes idéales à mettre en situation d'exploitation sexuelle, par exemple, de prostitution. Et une fille qui subit des violences sexuelles dans sa famille, qui a 14 ans, qui est dans la rue en train de errer, elle va être immédiatement repérée par des proxénètes qui vont la mettre en situation prostitutionnelle parce qu'elle sera idéale pour eux et pour les clients, parce qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent sans qu'elle hurle, sans qu'elle pleure, sans qu'elle dise quoi que ce soit, et elle va pouvoir se plier à tous les scénarios les plus horribles qui soient. Alors ça, c'est valable pour la prostitution, mais c'est valable aussi au niveau du travail, c'est-à-dire que du coup, des conditions extrêmes vont pouvoir sembler être tolérées, avec jusqu'à ce que la personne tombe, quoi. Enfin, parce que je veux dire, elle meurt d'épuisement, de stress, mais parce que du coup, il va y avoir une sorte d'hyper-adaptation de la personne à la volonté d'autrui du fait de cette dissociation. Donc ça, c'est pour la dissociation. Et ça, c'est vraiment un élément important parce que aussi, c'est valable pour tous les élèves, etc. Quand vous êtes aussi dissocié, vous êtes vraiment très à risque d'être harcelé. Par exemple, un enfant dissocié dans une cour de récré, etc. Si on le bouscule, il dit rien. Si on l'insulte, il dit rien. Il va se retrouver, il va être vraiment la cible de tout le monde en disant de toute façon, il est trop bête. Quelqu'un qui est dissocié, on considère qu'il est bête, qu'il est crédule, que vraiment, de toute façon, tout est de sa faute. Voilà. Alors, donc pour la dissociation, c'est ça. Et en même temps, pour revenir à mon mécanisme, en même temps que le phénomène disjoncte, se crée ce qu'on appelle une mémoire traumatique qui va être une véritable machine à remonter le temps, qui va faire revivre à l'identique aux victimes les pires moments. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'une fois que ça a disjoncté, tout ce que la personne va subir, va vivre, va rentrer dans le cerveau, va passer par le filtre d'alerte qui s'appelle l'amygdale cérébrale. Mais cette amygdale cérébrale, par rapport à la disjonction, elle est isolée du reste du cerveau. Et ça va rester à l'intérieur. Ça ne va pas pouvoir être intégré par l'hippocampe en mémoire autobiographique. Quand vous avez subi, si par exemple vous êtes tombé, vous vous êtes fracturé, vous avez eu une douleur, ou c'est valable aussi par exemple pour l'accouchement, pour les femmes, vous avez une douleur intense sur le moment, c'est très douloureux.
Mais quelques mois, enfin bon, quelques semaines, quelques mois après, quelques années après, vous vous rappelez que vous avez eu mal, vous vous rappelez que ça a été émotionnellement extrêmement fort, etc. Mais vous ne le revivez pas à l'identique. Vous vous en souvenez, vous le reconstruisez mentalement et émotionnellement, mentalement, mais vous ne revivez pas et vous ne revivez pas les odeurs, les bruits, les hurlements, si vous en avez entendu, voilà, et la douleur. Alors qu'avec la mémoire traumatique, c'est vraiment, vous revivez les choses comme si elles étaient en train de se reproduire. Donc, vous ressentez la douleur, les odeurs, vous avez l'impression que vous êtes en train de mourir à nouveau, vous ressentez que vous suffoquez parce qu'on vous étrangle, vous avez mal là où on vous fait mal, on vous projette, si on vous a projeté en arrière, vous avez l'impression de tomber en arrière, vous revivez tout et vous revivez aussi toutes les paroles et toutes les horreurs qu'a pu vous dire aussi l'agresseur. Donc vous revivez, de toute façon tout est de ta faute, tu vaux rien, tu mérites pas de vivre, t'es un boulet, voilà, enfin, tout ce qui a pu être dit d'horreur, ça revient à hanter le cerveau de la victime. Donc aussitôt que quelque chose, alors pour comprendre aussi ça, c'est-à-dire que quand vous vivez une situation de danger, on est construit pour prendre en compte la situation de danger qu'on a expérimentée et pour essayer pour faire en sorte que effectivement on en soit protégé. Donc si par exemple on a failli être mordu par un chien, enfin on a après on va avoir plutôt tendance d'avoir peur des chiens. Si on a eu un accident ou évité un accident avec un camion, sitôt qu'on va être sur la route, on va avoir une tension aussitôt qu'on croise un camion, par exemple. Eh bien, avec le système mémoire traumatique, aussitôt qu'un lien rappelle l'événement, ça peut être une odeur, ça peut être un cri, ça peut être une situation, ça peut être une date, ça peut être un contexte, ça peut être une personne, ça peut être une façon de vous toucher, ça peut être un examen médical, par exemple, qui rappelle, ça peut être le fait que quelqu'un vous prend d'un seul coup le poignet, puis ça vous rappelle. Les victimes du Bataclan, c'est aussitôt il y a un claquement sec, aussitôt qu'il y a une odeur de poudre, tout de suite, ils sont, ou du sang, ou ils voient du sang, ils sont tout de suite télétransportés dans l'événement, à revivre l'horreur de cet événement, et avec un sentiment de danger et de mort imminente. Et du coup, cette mémoire traumatique, elle va s'allumer continuellement. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette mémoire traumatique, elle fait revivre exactement comme on vivait. C'est-à-dire que, par exemple, vous étiez dans le noir, vous avez subi des crimes, des violences dans le noir. Quand la mémoire traumatique s'allume, d'un seul coup, c'est comme si vous ne voyez plus rien. C'est-à-dire que vous revivez ça. Vous avez été attaché, quand vous revivez la mémoire traumatique, vous ne pouvez plus bouger. Vous étiez un enfant qui ne savait pas écrire au moment où vous avez subi les violences. Ah oui, pardon. Alors, vous aviez quelques, ça c'est important pour les enfants, vous aviez 2 ans, vous ne saviez pas écrire, ou 3 ans ou 4 ans, vous ne saviez pas écrire. Au moment où on vous demande de réécrire, vous ne savez plus écrire. C'est-à-dire que vous revivez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la mémoire traumatique, elle hante les victimes, et elle les hante aussi au niveau de ce qu'a fait l'agresseur, de sa violence, de son excitation perverse, de tout ce qu'il a créé chez la victime. Et ça explique pourquoi les victimes aussi ont un sentiment de honte, de culpabilité, parce que c'est l'agresseur qui les a culpabilisés en disant que tout était de leur faute, que c'était eux, etc. C'est l'agresseur qui leur a fait honte, qui leur a dit qu'elles ne valaient rien, etc. Et qu'en plus, elles vont se retrouver aussi à avoir peur d'être violentes, parce que c'est la violence de l'agresseur qui les hante, et elles vont mettre en place des phobies par rapport à ça. Donc cette mémoire traumatique, c'est une catastrophe, c'est extrêmement douloureux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que la personne est dissociée, la mémoire traumatique s'allume tout le temps, mais elle ne ressent pas les émotions liées à cette mémoire traumatique. Et quand enfin elle est plus dissociée, c'est-à-dire que quand elle est protégée, cette mémoire traumatique à ce moment-là va exploser et va être ressentie. Ça explique pourquoi. C'est au moment où souvent les victimes ne voient plus l'agresseur ou ne sont plus dissociées, c'est à ce moment-là qu'elles peuvent
vraiment être totalement déstabilisés sur le plan émotionnel, avoir des choses qui leur reviennent. C'est pour ça que du coup, elles sortent de l'amnésie traumatique. Et ça peut être 10 ans, 20 ans après. Une femme qui subit des violences, c'est quand elle va quitter le conjoint violent et qu'elle va être enfin protégée, qu'elle va ressentir tout ça. Mais si on ne lui explique pas ce qu'elle est en train de ressentir, elle peut penser qu'elle va beaucoup plus mal depuis qu'elle est partie, et que c'est donc lui qui avait raison en disant qu'elle était incapable de vivre sans lui, et elle va revenir vers lui ici. Et du coup, on va lui reprocher d'être revenue. Donc, et pareil pour les enfants, c'est quand on les protège des parents, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent aller plus mal, ou quand ils sont avec la mère protectrice, ils vont exprimer plein de souffrances, par exemple par rapport au divorce, aux séparations, et quand ils vont être avec le père agresseur, ils vont être complètement dissociés, et là on ne va rien s'apercevoir. Donc plus les personnes vont être exposées à de la violence, plus ils vont rester dissociés, et plus ils vont être protégés, plus cette mémoire traumatique va s'exprimer, et c'est celle qu'on va traiter. Alors juste, je vais terminer sur la vie avec cette mémoire traumatique. J'ai été un peu bavard. La vie avec cette mémoire traumatique. Je peux avoir quand même quelques minutes. La vie avec cette mémoire traumatique. Donc, soit on est complètement dissocié, on est déconnecté de sa vie, on est à côté de soi, et on vit complètement à tâtons en quelque sorte. Soit on a cette mémoire traumatique qui s'allume aussitôt qu'un événement rappelle les violences, et plus on a subi de violences, plus il y a d'éléments qui rappellent les violences, plus on est sur un terrain miné, plus il faut essayer d'éviter de faire tout pour que ça s'allume. Et c'est pour ça que les victimes vont développer 2 grandes stratégies de survie, qui sont la stratégie de survie d'éviter et de contrôler tout, de ne plus bouger, de même plus penser, et du coup ça va mettre en place des stratégies où les gens vont se retirer des événements, ne vont plus se confronter ou essayer d'éviter à tout prix le stress, etc. Et du coup vont être vraiment en grande difficulté par rapport à l'intégration sociale, éducative. Et puis ça ne suffit pas. En plus, on oblige les gens à avancer dans notre société, on ne les protège pas, puisqu'on n'a pas identifié ce qu'ils ont subi, on va les faire avancer de force, et à ce moment-là, ils développent ce qu'on appelle des stratégies dissociantes. C'est-à-dire que soit ils vont prendre de l'alcool, de la drogue, 50% des victimes qui ont subi des violences vont avoir recours à de la drogue, de l'alcool, des médicaments à haute dose, parce que ça va de nouveau les anesthésier, et du coup la mémoire traumatique, elle va être assourdie en quelque sorte, et ils vont pouvoir continuer à avancer avec cette mémoire traumatique. Ou alors, et ça c'est important, c'est pour ça que je continue un petit peu, c'est aussi ce qu'on appelle des stratégies de conduite dissociante. C'est-à-dire qu'on va créer un stress pour pouvoir faire disjoncter le cerveau. On va faire monter le stress pour que le cerveau disjoncte. Et du coup, pour faire monter ce stress, on va possiblement se faire du mal, se taper dessus, se scarifier, se mettre en danger. Les jeux dangereux pour les enfants, c'est les mises en danger au niveau activité, de sport extrême, etc. Au niveau de situations aussi de violence, d'exercer aussi des violences contre soi ou contre autrui, on fait monter le stress, et à ce moment-là, ça disjoncte, on déconnecte. Et du coup, on se retrouve dans ces 2 systèmes-là, en sachant que ça explique les conduites addictives, mais que ça va créer un stress, et que tout ça, on peut l'éviter en traitant cette mémoire traumatique. Le problème, c'est que la mémoire traumatique, elle est souvent prise pour des hallucinations, pour de la schizophrénie, puisque les gens revivent l'événement, réentendent des choses, et s'ils parlent, je veux dire, ils vont être étiquetés, que tous les comportements de stratégie, d'évitement, etc., vont être étiquetés de façon psychiatrique, et que le plus souvent, on va ne pas poser la question systématique aux gens de savoir pourquoi ils ont une telle souffrance, pourquoi ils ont tel comportement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et que ça, vraiment, si on peut développer cette stratégie de dépistage, nous on a fait des modules aussi, je vous les recommande sur notre site, des modules pour pouvoir vraiment développer des capacités à aller vers les victimes pour leur poser des questions. Il faut poser systématiquement des questions. C'est-à-dire que
les violences ont des répercussions extrêmement lourdes sur la santé. Vous pouvez comprendre avec tout ce que je vous ai expliqué, avec les troubles du sommeil, les troubles alimentaires. On n'a pas le temps de les développer, mais il faut absolument, devant tout signe de souffrance, mais aussi systématiquement, les enfants, c'est une fille sur 5 qui subit des violences sexuelles, un garçon, alors suivant les chiffres, c'est un garçon sur 8 ou un garçon sur 13 qui subit des violences sexuelles. Il faut absolument poser systématiquement des questions et rechercher systématiquement aussi les troubles psychotraumatiques et traiter la mémoire traumatique, ça fonctionne. Dans l'ensemble, c'est comme pour les fractures. On n'a pas besoin de médicaments spécifiques, on a des médicaments pour diminuer la souffrance, mais en fait, il faut remettre le système, les circuits émotionnels en lien, en quelque sorte. Et pour ça, il faut remettre le monde à l'endroit, il faut faire des liens avec... il faut faire fonctionner ce qui a été bloqué au départ, avec la sidération de départ, et du coup, faire tout un travail pour dire, mais ça, tel symptôme que vous avez est lié à ça, et puis c'est normal. C'est aussi la phrase clé, c'est-à-dire qu'il est normal que vous alliez mal, c'est pas vous qui êtes le problème, c'est pas vous qui n'êtes pas capable, c'est pas vous qui n'avez pas été capable de faire telle et telle chose, c'est pas vous qui êtes folle, c'est pas vous, c'est normal par rapport à ce qui vous est arrivé, on remet le monde à l'endroit, on dit ce qui vous envahit, parce que les victimes de violences ont une estime de soi catastrophique, mais c'est lié à ce qu'on leur a fait et au fait qu'on les a regardés comme n'étant rien, et que si on démonte ça aussi, si on démonte ce système-là, si on dit que ça c'est de la mémoire traumatique, mais c'est pas vous, à ce moment-là on rend justice aux victimes. Donc c'est tout ce travail-là de rendre justice aux victimes. J'ai arrêté parce que sinon j'en ai pour je peux tenir toute la journée, je suis désolée. Bon, merci beaucoup Muriel. On a beaucoup de témoignages sur le fait que ton intervention était captivante et très claire. Alors, j'ai 3 questions. Je vais te poser la première qui a un rapport avec la fin de ton intervention justement sur l'aspect dépistage et l'aspect plutôt prévention. Et sur les symptômes, tu en as évoqué un très très vite. D'après toi, comment on peut repérer parce que c'est très difficile quand même. Comment on pourrait repérer chez nos élèves, peut-être en différenciant les âges, puisque les mots ne sont pas les mêmes, quels sont les symptômes qui nous permettraient de repérer dans la petite enfance et dans l'adolescence, justement, ces violences sexistes et sexuelles, sachant qu'il y a évidemment la chape de plomb de l'agresseur, le maintien dans le silence. Sur ce même volet, il y a une question assez précise d'un camarade. Si un jeune est victime d'une agression sexuelle à l'extérieur et que les élèves sont au courant de cette agression sexuelle, peut-on obliger l'institution à mettre en place une cellule d'écoute? Et dans le même ordre d'idée, c'est toujours la même question. Il y a eu des annonces aujourd'hui qui ont été faites sur la mise en place de formation à l'égalité, la formation de lutte contre les stéréotypes. Le ministère des droits des femmes vient d'annoncer ça. On va analyser justement les formations, on va certainement recevoir des documents. D'après toi, quelles sont les exigences importantes que nous devons porter, sur quel regard nous devons porter aussi, si on veut faire émerger aussi la parole et mettre en place des choses importantes sur cette question-là? D'accord, donc c'est pas mal de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, en déroulant le fil sur la notion de dépistage, ce qu'il faut savoir, c'est que avec ce que je vous ai expliqué là ce matin, vous pouvez comprendre qu'on a une telle méconnaissance, dans l'ensemble, il y a une telle méconnaissance de la réalité des conséquences psychotraumatiques des violences que du coup, tout le monde a des idées un peu préconçues sur quel est le comportement habituel d'une victime. Et que souvent, on peut être complètement à côté de la plaque en se disant qu'avec tel symptôme, on va repérer telle victime. Les symptômes sont vraiment très, très, très divers avec tout ce que je vous ai dit, parce qu'il y a, il y a des symptômes de souffrance mentale, effectivement. De toute façon, devant toute souffrance, il faut poser des questions. Il y a les souffrances. On est encore dans un monde où une fille fait une tentative de suicide, elle a 16 ans, elle se retrouve aux urgences, et on ne lui pose pas la question, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois dans une telle détresse? On ne lui pose pas la question.
mais elle ne va pas parler d'elle-même. On attend souvent que les enfants parlent. Et du coup, on va essayer de faire en sorte, au contraire, de leur dire, voilà, ton corps est ton corps, il t'appartient, on n'a pas le droit de te faire ça, on n'a pas le droit de te faire ça. Tu as le droit de... en sachant que toute la société est dans le déni de toutes ces violences, et que lui demander, c'est cruel de lui demander de parler, et que du coup, il a été délégitimé dans ses droits, et que comment il va pouvoir les récupérer. Quand on dit à un enfant, tu peux dire non, il faut faire très très attention, parce que ça peut être assez catastrophique, parce que tu peux dire non, donc ça veut dire que s'il n'a pas dit non, ce qui va être la majorité des cas, il ne pourra pas dire non, parce qu'il sera complètement sidéré, il n'en aura absolument pas la capacité, il sera face à, en plus, à quelqu'un d'autre, si c'est un adulte avec une autorité pas possible, et ben, il va se dire, puisque je n'ai pas dit non, c'est que je ne suis pas légitime en quelque sorte à dénoncer ce qui m'est arrivé. Donc c'est vraiment... il faut aller vers les personnes. Les chiffres sont, de toute façon, les chiffres les plus bas, c'est un enfant sur 10 qui a subi des violences graves. Mais en fait, c'est une fille sur 5 qui a subi des violences sexuelles. C'est dans l'ensemble 25% des enfants qui ont subi des violences physiques. C'est 30% qui ont subi des violences psychologiques. Enfin, de toute façon, il faut absolument qu'il y ait d'abord des temps pour parler des violences, etc. Et à chaque fois, de pouvoir vraiment avoir aussi des temps pour poser des questions. Mais vraiment, à chaque enfant, il faut demander. Et qu'il y a des enfants qui peuvent paraître être lisses. C'est-à-dire que tout a l'air d'aller bien, ils sont souriants. Enfin, la dissociation traumatique, ça peut donner vraiment un tableau comme ça, avec une fille super souriante, qui a l'air comme ça, tout a l'air d'aller très bien, parce que, et du coup, elle s'est construit sur la dissociation toute une façade. Elle peut avoir d'excellents résultats, parce que d'une façon de travailler, de façon extrêmement importante, ça peut lui permettre de s'isoler de tout ce qu'elle vit, donc c'est un espace. Je ne sais pas, vous avez vu peut-être aussi le jeu de la dame, où vraiment les échecs sont un espace de dissociation extraordinaire, mais le sport à haut niveau peut être un espace de dissociation extraordinaire, et les résultats excellents scolaires peuvent être un espace de dissociation extraordinaire. Et du coup, tout peut sembler aller mal, et puis c'est cette fille qui va se suicider, ou qui va avoir une période de déstabilisation atroce. On va la retrouver, alors, parce qu'elle arrive en prépa, on va la retrouver hospitalisée, sous neuroleptique, à haute dose. Voilà. Donc, vous pouvez passer à côté, ou cet enfant-là qui est complètement isolé. Alors, c'est vrai que les grands signes, quand même, pour donner quelques éléments, c'est tous les signes de souffrance. On a fait un module sur, je vous y renvoie, on a fait un module sur les enfants victimes de violences sexuelles pour donner des outils, justement. Ça peut être les signes de souffrance, les troubles du comportement, l'agitation. Un enfant qui est petit, qui a subi des violences sexuelles, il peut en reproduire, c'est-à-dire qu'il est hanté par ces violences-là. Elle le hante et ils vont les reproduire. Il a subi des violences, il va pouvoir venir, s'il y a un bruit, s'il y a un cri, s'il y a une chaise qui tombe, il peut soit être en train de trembler dans un coin, soit il peut être en train de tout casser. Il va être envahi par tout ça. Ce que j'ai oublié de dire, et ça répond aussi à une question que tu m'as posée, c'est que être témoin de violence est totalement traumatisant. C'est-à-dire que c'est la confrontation à la violence, la confrontation à l'intentionnalité, même si on n'a pas été directement ciblé. C'est la problématique des enfants victimes de violences conjugales, dont on veut qu'ils soient considérés comme victimes, qui vont avoir des conséquences, et que du coup, puisqu'il y a la question qui est posée sur les enfants qui savent ce qui s'est passé pour quelqu'un, effectivement, ces enfants-là sont à prendre en charge. C'est-à-dire qu'il faut prendre en charge aussi tous les témoins ou tous ceux qui ont été confrontés. Donc, avec cet aparté-là, je reviens, excusez-moi, mais en tout cas, tous les troubles du comportement, tous les enfants qu'on appelle difficiles, il faut se poser la question, tous les enfants qui exercent des violences. Le premier facteur de risque de subir des violences, c'est d'en avoir subi, mais le premier facteur de risque d'exercer des violences, c'est aussi d'en avoir subi. Et qu'après, ça se distribue en fonction du rapport de force et de domination que la société offre. C'est-à-dire que par rapport aux conduites dissociantes, ceux qui sont discriminés vont plutôt avoir tendance à s'auto-attaquer,
pour se dissocier, et ceux qui sont plutôt en position d'être privilégiés vont beaucoup plus être tentés, enfin on leur propose beaucoup plus d'exercer des violences contre autrui. Exercer des violences contre autrui, c'est dissociant, donc ça permet de traiter aussi son trauma. Donc aussi, tout enfant qui est violent, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il subit? Tout enfant qui se met à proférer des injures pas possibles, d'où elles viennent? Pourquoi? La mémoire traumatique, un enfant qui a entendu des horreurs, etc., aussitôt qu'il est stressé, il peut se mettre à dire putain, enfin, des trucs bien pires que je ne vais pas vous dire. Enfin, ça peut lui sortir comme ça. Donc, il peut aussi avoir des comportements sexuels inappropriés qui viennent de ça. Bon, tous les troubles alimentaires. En fait, c'est tous les symptômes de souffrance mentale, et les enfants qui se plaignent tout le temps aussi, qui ont des douleurs, qui se plaignent tout le temps de maux de tête, de maux de ventre. Il faut se préoccuper. Alors, si on additionne toutes ces préoccupations-là, on arrive quand même à quelque chose qui va être d'un énorme pourcentage des enfants. Et si on ne fait que comme ça veut dire qu'il y a les 10 ou 15% qui restent, c'est peut-être aussi des enfants qui ont subi des violences, mais qui ont une façade qui apparaît lisse. Donc, il faut poser des questions et il faut vraiment organiser quelque chose pour que régulièrement, on parle des violences, ça c'est vraiment essentiel, qu'on parle des droits, des pourquoi, et pour là aussi répondre à ta question, il est essentiel de parler des conséquences psychotraumatiques pour que tout le monde sache qu'il est normal de réagir comme ça. Les enfants, c'est très important entre eux qu'ils sachent que quelqu'un qui ne réagit pas à des violences, ce n'est pas qu'il accepte les violences, c'est qu'il est sidéré ou qu'il est dissocié. Que quelqu'un, c'était Diarata Endai qui a fait Résonante, elle faisait du slam et elle allait dans les lycées pour présenter, faire des formations. Et il y avait des jeunes qui avaient dit ouais, maintenant on comprend avec ce que vous nous dites. Là, il y avait une fille, elle disait qu'elle avait été violée et on savait que c'était vrai, mais elle disait rien, elle faisait rien. Alors ça nous a énervés, on l'a tapée. On lui a tapé dessus parce qu'elle ne réagissait pas, parce qu'elle était trop bête. Enfin, je veux dire, voilà. Mais ça, c'est du vécu. C'est-à-dire que les enfants qui sont tellement traumatisés qu'ils ne réagissent pas, on considère que c'est parce qu'ils sont bêtes, alors que c'est parce qu'ils sont en état de choc. Et que là, il faut qu'il y ait vraiment une éducation au trauma pour pouvoir avoir une éducation au secours. Secourir, être solidaire, accompagner, et que tout le monde doit être dans cette position-là, et arrêter de maltraiter les victimes parce qu'on considère qu'elles ne réagissent pas comme il faudrait. Enfin, je ne sais pas si j'ai un peu répondu. Et en tout cas, on a fait un module, on a fait un premier module sur les violences sexuelles faites aux enfants, un deuxième module sur les violences sexuelles faites aux personnes en situation de handicap, donc, qui est vraiment... voilà, où on essaye vraiment de développer tous ces éléments-là. Et normalement, on va faire un module plus long. Ces modules-là, ils font à peu près 20 minutes. Et ils sont interactifs en ligne. Et on va faire un module plus long pour l'accueil et l'accompagnement, le dépistage, comment poser la question suivant l'âge, comment accompagner, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Parce que, dernière chose, la dissociation traumatique, les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes, comme ils ont l'air de supporter tout, je veux dire, on peut être d'une maltraitance effarante. Vous savez, c'est le côté, puisqu'il ne réagit pas, on va le secouer. C'est pour ça, c'est comme le film Unbelievable. On va essayer de forcer l'autre à reconnaître qu'en fait, il n'a pas subi ce qu'il a subi, ou forcer l'autre à réagir en disant non. Ou je ne sais pas si vous aviez vu le film Police, où on voit une petite jeune qui a subi qui a dû faire des fellations, donc on lui a imposé des fellations pour récupérer son téléphone portable. Et les policiers, ils trouvent qu'elle est complètement débile, ils ne se rendent même pas compte que c'est grave, et qu'ils se mettent à rire d'elle en disant mais dis donc, si on t'avait volé ton ordinateur, qu'est-ce que tu aurais fait? Ils s'écroulent de rire. Ils sont en train de se moquer de quelqu'un qui est totalement en état de choc. Donc il y a une telle méconnaissance de ce qu'est une victime que du coup, on passe à côté. Exactement pareil que quand je travaille avec la Cour nationale des droits d'asile, on s'aperçoit que quasi systématiquement, les victimes qui ont été les plus exposées à des crimes très graves et à des tortures vont être celles dont les dossiers vont être le plus mis en question. Et c'est celles qui auront le plus de risques de ne pas obtenir le droit d'asile.
Donc, et que du coup, on se retrouve dans des situations même à Bruxelles, puisque je travaille avec Bruxelles et la Cour nationale des droits d'asile de Bruxelles, où ils ont donné plus de droits d'asile à des bourreaux qu'à des victimes avec ce système-là. Donc, il faut vraiment connaître ces éléments-là. Et puis faire la peau, bien entendu, tu t'en parlais, à tous les stéréotypes, c'est remettre le monde à l'endroit continuellement et vraiment, vraiment l'égalité des droits est vraiment quelque chose de fondamental avec vraiment le fait de démolir totalement tout ce qui est stéréotypes sexistes, racistes, etc., discriminant de toutes les façons possibles en fonction même de l'apparence physique, de l'orientation sexuelle, enfin tous ces éléments de discrimination que vous connaissez. Merci pour ta réponse. Une autre question en termes de prévention qui va être plus rapide, je pense. Tu as beaucoup parlé des formations que tu mènes auprès des agents de police. Tu as parlé aussi auprès des magistrats. Est-ce que là où tu es intervenu, tu as remarqué des effets sur ces formations, sur la prise en charge des femmes victimes de violences, justement, et quelles sont les conditions pour obtenir quand même des effets qui soient bénéfiques pour les femmes? Ouais. Alors, on a un bel exemple. Enfin, moi, ça fait 8 ans que je travaille à l'ENM. Alors, dans un premier temps, j'ai travaillé donc l'École nationale de la magistrature. J'ai travaillé avec donc en formation continue. Le problème de la formation continue, c'est comme la formation continue un peu partout, c'est qu'elle est soumise en fait au choix des personnes qui veulent être formées. C'est-à-dire qu'ils ont un cahier, des charges avec plein de formations. Et du coup, ceux qui viennent dans les formations sur les violences sexuelles, sur les violences conjugales, sur les violences faites aux enfants et qui viennent écouter, les magistrats qui viennent écouter, c'est les magistrats qui ont déjà une position à peu près bonne, qui se conduisent déjà plutôt bien et qui, d'une certaine manière, ont déjà un peu de bagage et qui veulent plutôt être confortés dans leur vision des choses. Et donc, c'est très bien parce que du coup, on les consolide. Mais en fait, on reste complètement très en deçà parce que tous ceux qui ont une vision à l'envers, qui sont maltraitants vis-à-vis des victimes et qui alimentent l'impunité des violences, eux, on n'y a pas accès. Alors, depuis 3 ans, 4 ans maintenant, on les forme en initial. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça, on sait qu'on a de bien meilleurs résultats quand on forme, que ce soit quand il s'agit de formation systématique, c'est-à-dire que tous les professionnels doivent être formés. On a de bien meilleurs résultats. Ça, on a fait l'expérience avec, par exemple, des facs de médecine où on a formé en initiale, en première année, tous les étudiants et on les a suivis jusqu'à 4 ans après et les retours sont excellents. C'est-à-dire que ça leur change leur vision des choses. Donc, j'ai aussi un exemple vraiment intéressant de la plateforme sur les violences sexistes et sexuelles du gouvernement. Nous, on avait demandé cette plateforme de chat parce qu'on savait que pour les plus jeunes, c'était vraiment idéal, le chat. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil que d'être au téléphone. On peut prendre son temps. On peut chatter à 23h ou même à 2h du matin quand tout le monde est endormi dans la maison. On peut y aller sur son ordinateur. On peut chatter avec sa copine à côté et du coup, on se sent mieux ou avec quelqu'un qu'on aime bien à côté ou même avec son chat sur ses genoux et ça va mieux dans son univers. Et du coup, quand ça a été mis en place, on m'a demandé de former les policiers. Donc, policiers, il y a une psychologue, il y a une assistante sociale de cette plateforme. Et je les ai reformés à nouveau là en octobre. Parce que du coup, comme ils ont élargi, ils ont rajouté des policiers, ils sont revenus pour leur formation. Et là, moi, j'ai des retours positifs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dire aux jeunes, en tout cas particulièrement, d'appeler cette plateforme. Parce que du coup, ils prennent leur temps, ils ont déjà eu 14 000 chats, ils en ont fait, ils suivent les situations, ils qualifient les faits, et plutôt bien. Donc, ils sont vraiment formés aux troubles psychotraumatiques, ils disent c'est normal, ils peuvent vraiment dire non, mais c'est normal que vous n'ayez pas réagi, rassurer rassurer. Et puis tout est écrit, donc du coup, je veux dire, ça peut être utilisé après en termes de preuves dans de bonnes conditions. C'est pas comme une audition quand vous allez à la police directement, vous êtes tellement en état de choc et puis les questions sont tellement délirantes et tout ça, vous n'avez pas le temps de réfléchir, etc. Là ça médiatise les choses. Et nous, les retours sont toutes les personnes
qui sont en contact avec l'association à qui on a proposé, ou mes patients qui sont passés par cette plateforme, les retours sont plutôt bons. Alors, je ne peux pas dire qu'ils sont à 100% bons, mais ça change vraiment la donne. Donc, la formation initiale, soit une formation initiale, soit que tout le monde soit formé. Parce que si c'est uniquement au choix, par rapport à la formation, je veux dire, c'est une passoire. Alors, du coup, toutes les personnes qui vont continuer à faire que le monde soit à l'envers, hein, et alimenter les injustices seront toujours là, présentes. Sinon, et si on forme tout le monde, ça va faire un effet de masse pour dire. Et puis, il faut former tout le monde à être le gardien, en quelque sorte, de ses proches. De ses pairs, le gardien, bien entendu, de ses élèves, etc., bien entendu, hein, mais aussi même pour que tout le monde se préoccupe de tout le monde et que tout le monde ait un changement de regard sur tout ce qui est troubles mentaux, des plus légers aux plus lourds, pour ne pas les voir comme des gens qui sont des malades, incapables enfin, avec toute la discrimination que la maladie mentale a générée, atroce, hein, puisque, je veux dire, on a même été jusqu'à les éliminer systématiquement dans l'Allemagne nazie, enfin, il ne faut pas l'oublier. Donc, toute cette discrimination atroce, de voir ça plutôt comme une conséquence de situations traumatiques. Alors, pas forcément des violences, mais de situations traumatiques en général. Et puis, dernière chose qui est vraiment essentielle, c'est se préoccuper, parce que ça, c'est notre devoir absolu et c'est un impératif, se préoccuper des plus vulnérables. C'est-à-dire se préoccuper des enfants handicapés, des enfants orphelins, se préoccuper des enfants placés, des enfants mineurs isolés, bien entendu, mais aussi immigrés, des enfants qui sont en situation de précarité. Et on décline ça aussi pour les femmes aussi qui sont dans ces situations-là, que plus les gens sont en situation de vulnérabilité, d'exploitation, plus c'est important. Voilà. Merci encore. Une remarque et une dernière question. Une remarque parce qu'on a eu quelques questions sur Facebook sur les hommes qui seraient victimes de violences par leur compagne. Donc, je vais juste répondre en disant qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des luttes contre les violences faites aux femmes. Donc, on prend vraiment ce parti-là et que l'introduction de Muriel Salmona a été assez explicite en termes de chiffres et que notre mobilisation aujourd'hui, elle doit être massive justement sur les femmes et les filles puisque ce sont elles majoritairement les victimes. Alors, une question maintenant en termes de protection en tant qu'organisation syndicale et depuis MeToo, tu te doutes bien qu'on a nous aussi plus d'interpellations de collègues victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors, est-ce que d'après toi, on a bien compris le schéma complet des outils utiles pour asservir justement les femmes, mais d'après toi, y a-t-il une spécificité dans le monde du travail? Aujourd'hui, sur le 25, on mène une campagne avec des syndicats avec qui on a l'habitude de travailler sur cette question-là, que sont la CGT et Solidaire. On mène une campagne sur les violences faites aux femmes au travail. D'après toi, y a-t-il un élément spécifique au travail qui nous permettrait de mieux repérer, de mieux agir ou d'affiner nos revendications? Et deuxième question qui est parue aussi dans le chat, quand on a vraiment une urgence, quand on a une femme dont la parole est très explicite. Donc, on a fait un livret spécifique sur les violences faites aux femmes, mais dans l'urgence, si on n'a pas trop le temps, vers qui peut-on les orienter? Oui. Alors, nous, pour le travail, on voudrait que toutes les préconisations de l'Organisation internationale du travail soient respectées. Donc, et que vraiment, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait zéro tolérance par rapport aux violences sexistes et sexuelles au travail. C'est-à-dire que ces violences-là sont un facteur de discrimination
extrêmement important pour les femmes, qui les empêche en fait de pouvoir évoluer normalement et pouvoir vraiment s'investir, avoir vraiment une carrière professionnelle normale. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément, un outil, les violences sexistes et sexuelles, pour les bloquer, les empêcher, leur interdire en fait énormément d'espace. Donc il faut qu'il y ait zéro tolérance et il faut qu'il y ait là aussi que tout le monde d'abord, vous savez qu'il faut normalement apposer dans tous les locaux toutes les lois contre le harcèlement sexuel, contre l'art sexiste et sexuel. Donc tout ça, ça doit être présent. Il faut qu'il y ait là aussi un parcours fléché très important pour pouvoir signaler les faits, les signaler pour les victimes, mais aussi il faut qu'il y ait aussi une culture du signalement pour que tout le monde vienne au secours des victimes et que ce ne soit pas considéré comme de la délation, parce que c'est vraiment ça, mais que ce soit considéré comme de la protection. On protège. Et je veux dire, plus il y a de signalement, et plus ce signalement effectivement est fléché et peut remonter en termes de hiérarchie, et qu'il y a une réponse à chaque signalement et qu'il y a vraiment une zéro tolérance par rapport à ces violences-là, mieux c'est. Donc il faut qu'il y ait une culture de la protection et que ce ne soit pas vu comme une culture de la délation, c'est une culture de la protection et que tout soit vraiment très identifié pour dire c'est vraiment important aussi de qualifier les faits, de les décrire, d'avoir. Il ne s'agit pas de dire que la loi, mais il faut aussi décrire, donner des exemples. Enfin, faut que les gens s'imprègnent de ce que c'est qu'une violence sexuelle, ce que c'est un harcèlement sexuel, qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui n'est pas tolérable. C'est vraiment très important de le flécher. Et du coup. Le problème des violences sexuelles, quand même, sexistes et sexuelles, c'est leur impunité. Elle est vraiment quasi totale. Qui dit impunité dit réitération des violences. C'est-à-dire quelqu'un qui exerce des violences et qui reste impuni pendant des années, des dizaines d'années et qui fait de très nombreuses victimes et qui exerce sa domination sans aucune entrave, en quelque sorte, il continue et il fait de nombreuses victimes. Donc, je veux dire aussi signaler les faits, il faut aussi penser les choses en termes de je ne signale pas que pour moi ou que pour cette personne, je signale aussi pour toutes les autres, pour toutes celles qui vont subir les mêmes comportements. Vous savez, sinon c'est le même truc où là ça se passe mal, etc. On va déplacer une personne et puis c'est d'autres qui vont prendre à la place. Enfin, non, je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait une sorte de réponse continuelle à toutes ces situations-là. Et il faut aussi que les lois suivent, et là elles ne sont pas encore suffisantes, même si elles se sont améliorées, en tout cas pour les enfants. Elles sont notoirement insuffisantes. Vous savez qu'on est monté au créneau par rapport au seuil d'âge. Le fait qu'on puisse continuer à rechercher le consentement d'un enfant, quel que soit son âge, que l'âge ne soit pas une qualification par rapport au viol et à l'agression sexuelle en France, c'est absolument inadmissible, c'est absolument inhumain. C'est-à-dire qu'avec la loi telle qu'elle est, on peut être en situation de rechercher la notion de violence, contrainte, menace ou surprise et de la qualifier, même pour un enfant de 6 ans, de 7 ans, 8 ans, 9 ans, même à partir de 5 ans, puisque avant, et encore, parce que c'est juste des jurisprudences de la Cour de cassation. Mais c'est comme ça qu'on a eu des petites filles de 11 ans dont on a considéré qu'il n'y avait pas eu violence, contrainte, menace et surprise par rapport à des actes de pénétration par des adultes. Enfin, je veux dire, alors que les conséquences vont être gravissimes. Donc, le seuil d'âge, on veut absolument l'obtenir. Et puis, l'arrêt des déqualifications pour les enfants, les faits sont déqualifiés. Voilà. Il y a pas mal de choses et ces classements sans suite qu'il faut modifier. Donc, et puis, qu'est-ce que tu m'avais dit? J'ai oublié la fin. Tu m'avais dit quelque chose. Oui, la fin, c'était en cas d'urgence, comment on oriente. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les enfants, avec l'obligation de signaler pour les enfants quand il s'agit de violences commises à l'encontre des mineurs,
quand on est témoin de violence, quand on a une révélation de violence, ce n'est pas une information préoccupante, c'est une situation de violence. Et là, il faut vraiment agir directement au niveau du procureur et du parquet des mineurs. C'est-à-dire que ça ne doit pas passer par, normalement, ça ne doit pas passer par une hiérarchie, etc. Ça ne doit pas passer par le CRIP, ça ne doit pas passer par le 119. C'est une situation où il y a une obligation de signaler. Alors, ça, si jamais, parce que ça j'ai fait, alors on l'a fait dans les modules qu'on a fait pour les enfants, etc. Et sinon, dans le cadre du confinement, j'ai fait quelque chose que j'ai essayé de faire très, très clair sur la démarche à suivre en situation de violence. Franchement, pour tout ce qui est violence sexuelle, la plateforme peut être vraiment un outil très bien, parce que c'est un outil qui regroupe à la fois l'urgence et toutes les situations de doute. Ce qu'il faut voir, c'est que le 119, le 3919, c'est si on a des doutes, si on pose des questions, etc. Mais ce ne sont pas des numéros d'urgence. Enfin, il faut l'avoir en tête. Ce n'est pas des numéros d'urgence. Si on est en situation de danger, si on a des révélations de violence, il faut passer par police et parquet. Donc, et du coup, la plateforme, ça peut être une bonne solution pour ça. Parce que effectivement, ça permet, parce que eux après, ils dispatchent. Voilà. Mais ça si vous voulez, je peux vous donner, parce que ça, j'avais bien travaillé de façon très, très claire, les différentes situations où on pouvait être pour adultes, enfants. Il ne faut pas oublier que les personnes vulnérables, particulièrement vulnérables, comme les personnes handicapées, les femmes enceintes, les situations de très grande précarité, etc., toutes les personnes vulnérables, le signalement est obligatoire aussi, même pour les adultes. Enfin, je veux dire, il y a nécessité de les protéger. Donc là aussi, il faut que les gens aussi se sentent légitimes à signaler et que d'une certaine manière, parce que là, il y a eu une étude qui a montré que pour le 119 et tout ça, il y avait encore 60% des gens qui ne savaient pas et puis qui ont tendance à dire mais moi j'ai besoin de faire mon enquête et de savoir exactement avant de ça c'est pas possible. Voilà. Donc il s'agit pas de faire une enquête, mais il s'agit de recueillir ce qui est dit, de chercher à savoir ce qui s'est passé. Ça c'est vraiment important, de poser des questions. Et c'est pour ça que nous, alors là aussi, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait là, on va normalement faire un module d'accueil avec comment poser des questions et quoi faire de ces questions. Et comment agir aussi en n'ayant pas l'impression de faire son enquête, mais de recueillir ce qu'il faut et en sachant, enfin, ça c'est peut-être un élément très important. Un enfant qui parle, par exemple, ou une collègue, ou quelqu'un qui vous parle, vous êtes peut-être la seule personne à qui il va parler. Il faut avoir ça en tête. Et que si vous ne répondez pas de façon adaptée, ou si vous vous défaussez parce que vous dites que vous n'êtes pas assez compétente ou légitime, ça peut ne pas être parce qu'on se défausse, mais ça peut être aussi parce qu'on ne se sent pas légitime et compétent, et on se dit non, faut que tu ailles parler à quelqu'un d'autre, mais peut-être que la personne ne reparlera plus jamais. Ça peut être une sorte de petite ouverture qui a été possible, et que du coup, il faut vraiment prendre le maximum d'informations, parce que tout ce qui a été dit là pourra ne plus être dit après. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que avec la dissociation traumatique, le trauma, ce qui va vous être dit, peut-être que la victime, elle va complètement oublier après ce qu'elle vous a dit. Enfin, ne plus avoir accès à ce qu'elle vous a dit. Donc, il faut vraiment avoir le réflexe de prendre des notes, de noter les phrases, et de se dire qu'on peut être un élément hyper important dans possiblement une procédure de protection. Voilà, ça, c'est vraiment des éléments. Alors, tout ça, je l'ai un peu développé. Et ça, si tu me diras, Sigrid, je pourrais t'envoyer pas mal déjà les modules, je pourrais te les envoyer. Oui. Et puis, pas mal de documentation, puisque ça, on a développé pas mal de documentation. Et puis, on a fait un manifeste Stop à l'impunité avec beaucoup de préconisations, dont certaines, c'était en 2017, ont été entendues, mais dont beaucoup n'ont pas été entendues. Et donc, on continue à monter au créneau avec ce manifeste.
D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Benoît pour conclure et je veux bien tous les documents dont tu as parlé et on enverra un kit à l'ensemble des militants présents aujourd'hui. Alors, Merci. je voulais juste peut-être 2 secondes finir sur le fait que là aussi, il faut démystifier un peu la psychiatrie avec toute sa connotation hyper violente d'enfermement, de soins contraints, etc. Les soins pour... ah oui, c'était juste ça que je voulais dire. Les soins, alors, les soins sont indispensables. C'est-à-dire que ça viendrait à l'idée de personne que quelqu'un qui a été renversé par un bus avec plein de fractures, qu'on ne le soigne pas. Et ça vient à l'idée de tout le monde avec quelqu'un qui a été traumatisé, sous le choc, avec des atteintes neurologiques importantes, de ne pas le soigner. Je veux dire, ça, c'est pas possible. Donc, les soins sont indispensables. Là, il n'y a pas à discuter. Je veux dire, c'est pas parce que ça paraît psychologique qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité et qu'il n'y a pas de nécessité de soins. Que ces soins, ils doivent être dispensés, que le problème, quand même, c'est l'offre de soins qu'on a obtenu, j'ai participé au cahier des charges 10 centres de psychotrauma, que là, avec Adrien Taquet, on a obtenu 5 centres, mais qu'au départ, quand on avait fait le cahier des charges, on voulait 100 centres, c'est un centre par territoire de santé mentale, pour qu'il y ait un accès réel de tous les enfants, par exemple. Donc ça, nous, on continue à batailler là-dessus. Normalement, la Convention d'Istanbul dit qu'il faut un centre d'urgence 24 heures sur 24 par bassin de 200 000 habitants pour le viol. Bah, on ne l'a pas du tout. On n'a quasiment pas de centre d'urgence pour le viol. Enfin, je veux dire, pour la France, vraiment, c'est une catastrophe totale. Donc, il faut développer ça, il faut former et que ces soins qui sont des soins qui ne nécessitent pas, comme je vous l'ai dit, beaucoup de médicaments, qui ne nécessitent pas de soins lourds, qui doivent normalement, enfin, quand il y a une bonne prise en charge, ça évite toute la psychiatrisation. Ne pas offrir ces soins, c'est une perte de chance gravissime pour les victimes. On peut vraiment, avec la perte de chance liée à l'absence de soins et la perte de chance liée à l'absence de protection, la perte de chance liée au respect des droits, on peut porter plainte au niveau international. On est en train de travailler là-dessus pour torture auprès de l'État français. C'est-à-dire qu'on peut porter plainte auprès de l'État français au niveau international, au niveau du tribunal pénal international. On est vraiment hors les clous et on ne respecte pas du tout le droit international par rapport à ça. Donc là, on continue à monter au créneau parce que je veux dire, ne pas offrir de soins aux victimes et ne pas former les professionnels à ces notions-là, c'est une perte de chance épouvantable pour les personnes qui peut conduire à leur mort quand même, par suicide ou par accident ou par précarité extrême, etc. Voilà. Donc, je voulais conclure là-dessus. Ouais, c'est à moi, c'est pour vraiment une